Bonsoir, merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le président Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs. Ces diplomates saoudiens, chinois, bissau-guinéens, grecs, ukrainiens, autrichiens, finlandais et thaïlandais ont réaffirmé l'engagement de leurs pays respectifs à consolider leurs relations avec la Côte d'Ivoire. Et sur la scène politique en Côte d'Ivoire, le RHDP présente officiellement tous ses candidats retenus pour les municipales et régionales 2023. Ils ont été investis aujourd'hui par le président du parti, Alassane Ouattara. Mais avant cela, des délégations du RHDP avaient sillonné le pays à la rencontre des candidats et militants. Abidjan abrite en ce moment la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF, la Confédération africaine de football. C'est un événement important pour la Côte d'Ivoire qui organisera la 34e édition de la CAN. Les travaux ont démarré ce matin en présence du Premier ministre Patrick Kachi. Le dossier inter de ce jeudi fait un focus sur ces fonctionnaires internationaux ivoiriens qui font flotter fièrement le drapeau de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. On les retrouve notamment à la Banque mondiale, au FMI. Mais qui sont ces Ivoiriens? Quelles sont leurs responsabilités? Nous irons à Brazzaville, Libreville et Washington. Et soyez les bienvenus sur RTI1. 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont officiellement pris fonction. Ils ont présenté aujourd'hui même leur lettre de créance au président de la République et ils viennent de l'Arabie Saoudite, de la Chine, de la Guinée-Bissau, de la Grèce, de l'Ukraine, d'Autriche, de la Finlande et de la Thaïlande. Ils ont réaffirmé l'engagement de leurs pays respectifs à consolider leurs relations avec la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin. Ils sont au nombre de 8. Et c'est officiel pour eux, ce jeudi, en ce qui concerne leur prise de fonction en tant qu'ambassadeurs de leurs pays respectifs en Côte d'Ivoire. Le diplomate qui le premier se présente au président de la République, Alassane Ouattara, est de l'Arabie Saoudite. Il est suivi de ceux de la Chine, de la Guinée-Bissau, de la Grèce, de l'Ukraine, d'Autriche, de la Finlande et de la Thaïlande. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, après avoir reçu successivement leurs lettres de créance, se félicite de l'honneur qui lui est fait par chacun de leurs pays et les rassure quant à sa disponibilité à œuvrer pour le succès de leur mission sur le sol ivoirien. Je suis convaincu que durant votre séjour dans notre pays, vous apprécierez la légendaire hospitalité du peuple ivoirien qui vous aidera sans aucun doute dans l'accomplissement de votre mission. Je voudrais pour ma part vous assurer de la disponibilité du gouvernement ivoirien à contribuer à la réussite de vos missions. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, cette cérémonie solennelle de votre prise de fonction est l'occasion de vous présenter la situation politique et socio-économique en Côte d'Ivoire. Sur le plan politique, j'ai le plaisir de vous dire que les élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales, sont prévues pour le 2 septembre 2023. Et elles verront la participation de tous les partis politiques significatifs. Au niveau économique, la Côte d'Ivoire a maintenu sa dynamique de croissance avec un taux de croissance de 6,7% en 2022 et une projection faite par nous-mêmes et le Fonds monétaire international de 7% par an en moyenne pour la période 2023-2025 en dépit des effets négatifs de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Dans le cadre de la politique de transformation structurelle, le gouvernement s'est résolument engagé dans la transformation locale des produits agricoles tels que le cacao et l'anacarde en vue de donner plus de valeur ajoutée à ces produits et créer plus d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. Je voudrais à cet égard inviter les investisseurs de vos pays respectifs à saisir les opportunités pour la mise en œuvre des projets d'investissement. Mesdames et messieurs les ambassadeurs,
Pour terminer, je voudrais vous réitérer mes chaleureuses félicitations pour votre désignation et je vous prie de transmettre à vos chefs d'État et souverains respectifs mes cordiales salutations, de même que mes vœux de santé, de paix et de progrès pour vos pays. Je souhaite plein succès à chacune et à chacun de vous dans l'accomplissement de vos missions et je vous dis bon séjour en Côte d'Ivoire. En s'exprimant au nom de leur pays d'origine, ces diplomates disent être déterminés à contribuer à la promotion et au raffermissement de la coopération bilatérale. Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie saoudite sont des relations très fortes et très profondes. Et je m'engage personnellement ici à œuvrer au développement de ces relations. En tant que nouvel ambassadeur, je ne ménagerai aucun effort pour remplir ma mission, c'est à la lumière des consensus conclus entre les deux chefs d'État et sur le nouveau point de départ marqué par le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. J'ai la responsabilité ensuite de relancer les relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays. La Grèce et la Côte d'Ivoire ont eu des liens, il y a eu des liens entre les deux peuples importants, notamment dans des domaines philanthropiques. Je suis particulièrement content qu'on puisse renforcer ces liens-là. Je suis fort déterminé de tout mettre en œuvre pour intensifier d'une manière significative, je souligne, la coopération et le partenariat entre l'Ukraine et la République de Côte d'Ivoire, deux pays amis. Il y a déjà plusieurs entreprises autrichiennes qui sont actives en Côte d'Ivoire avec des investissements. Je vais faire tous mes efforts pour promouvoir ce développement et au bénéfice mutuel. Ici à la Côte d'Ivoire, notre premier but, c'est vraiment justement renforcer les relations économiques, commerciales entre la Finlande et la Côte d'Ivoire. Sous mon leadership, je souhaite bien entendu renforcer ces coopérations-là dans le sens d'aider la population ivoirienne, le peuple ivoirien dans plusieurs domaines, notamment la coopération dans la formation. Et comme le veut la tradition en pareille circonstance, c'est avec toute l'attention à leur égard et les honneurs dus à leur rang que ces diplomates reçoivent leur accueil au palais présidentiel à l'entame de leur mission en Côte d'Ivoire. Voilà, et on reste au palais présidentiel où le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RD Congo a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara. Il était porteur d'un message de son gouvernement au chef de l'État ivoirien. Les précisions avec Viviane Aimé. La 9e édition des Jeux de la francophonie se tiendra à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. Ce mercredi, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Apala, est venu porter au président de la République Alassane Ouattara l'invitation de son gouvernement. Les 8e Jeux de la francophonie s'étaient déroulés ici à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Et sur la scène politique en Côte d'Ivoire, le RHDP présente officiellement tous ses candidats retenus pour les municipales et régionales 2023. Ils ont été investis aujourd'hui par le président du parti, Alassane Ouattara. Avant cela, notez que des délégations du RHDP avaient sillonné le pays à la rencontre des candidats et militants. Et toujours ce jeudi à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire, il y avait aux côtés des candidats choisis et investis par le RHDP pour les élections régionales et municipales, ceux dont la candidature n'a pas été retenue. Plusieurs d'entre eux réaffirment pourtant leur confiance dans la vision du président du parti, Alexis Ouédraogo. Ce jeudi, à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix présente ses candidats retenus pour les élections régionales et municipales 2023. Ce rendez-vous en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, par ailleurs président du parti, rassemble aussi les candidats non retenus pour les scrutins. Je n'ai pas été retenu,
mais je respecte la décision du parti. J'ai confiance au président de la République qui est un homme de vision et nous travaillons tous pour que toutes les listes au 2 septembre puissent être victorieuses. Certes, la population est derrière moi, mais je m'aligne au dit du patron. Ce que le patron décide, c'est ce qu'on suit. Nous sommes sur le terrain, nous avons du potentiel, mais nous sommes respectueux également de la discipline du parti et nous nous en remettons également à la volonté du premier des nôtres, qui est le président de la République, et nous sommes là et nous sommes à sa disposition pour la marche du parti. C'est vrai que chacun aspire notamment à participer au développement de sa commune, mais le parti, il y a quand même des décisions à prendre. Une fois que les décisions sont prises, c'est à nous, militants disciplinés, c'est à nous de respecter les décisions notamment du président du parti. Passer l'intérêt collectif au-dessus des intérêts personnels dans le respect de la discipline du parti. À ce jour, des militants du parti manifestent des velléités de candidatures indépendantes face aux candidats désignés par le parti. Nous continuons de tendre la main aux uns et aux autres en espérant que la raison finira par l'emporter sur les émotions. Le 2 septembre prochain, le RHDP entend célébrer sa razzia sur le terrain. Voilà, et la Côte d'Ivoire qui se prépare pour ses municipales et régionales abrite en ce moment même la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF, Confédération africaine de football. C'est un événement très important pour la Côte d'Ivoire qui organisera la 34e édition de la CAN. Les travaux ont démarré ce matin même en présence du Premier ministre Patrick Kachi. Sylvia Risso. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, aux côtés des décideurs du football africain, pour les assises de la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF, qui se déroule en Côte d'Ivoire, hôte de la CAN 2023. Je suis heureux d'être dans ce magnifique pays, je me sens chez moi. Donc bienvenue chez moi, bienvenue dans mon pays en Côte d'Ivoire, bienvenue dans mon continent en Afrique. C'est un honneur, c'est un plaisir, je me régale d'être ici, c'est un magnifique pays. Les travaux de ces assises ont démarré par le mot de bienvenue du Premier ministre ivoirien, Patrick Kachi. En cette occasion, vous vous en doutez, c'est toute la Côte d'Ivoire qui vous accueille. Et je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, vous souhaiter la cordiale bienvenue en vous disant très chaleureusement Akwaba. Patrick Kachi a surtout traduit la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire à la CAF pour avoir choisi la destination Abidjan pour ses assises. Je souhaite témoigner toute notre gratitude au président de la CAF, à son secrétaire général et aux membres de son comité exécutif, en faisant d'Abidjan la ville hôte de cette auguste assemblée, vous réaffirmez la confiance que votre institution place en notre pays à l'orée de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. 54 pays affiliés à la CAF prennent part à ce congrès qui s'articulera autour de plusieurs axes. Le renouvellement des membres du comité exécutif de la CAF, l'élection du président de la commission gouvernance de la CAF et le tirage au sort des éliminatoires en Afrique de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera conjointement aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et avant ce grand rendez-vous sportif, la deuxième réunion de coordination et d'assistance aux réfugiés dans le nord du pays s'est tenue aujourd'hui même. Et elle a été présidée par Fidel Sarasoro, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité. Il y avait à l'ordre du jour la situation des flux des réfugiés dans le nord de la Côte d'Ivoire, les conditions d'accueil ainsi que le point des travaux des sites de transit. La réunion a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement, des ambassadeurs, le corps préfectoral et des représentants d'organismes internationaux. Le groupe de la Banque mondiale veut renforcer ses actions d'accompagnement des États africains. L'institution bancaire internationale souhaite une forte contribution des parlementaires. Il s'est donc tenu à l'Assemblée nationale ici en Côte d'Ivoire une réunion par visioconférence entre institutions parlementaires de 22 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre avec des responsables du groupe de la Banque mondiale. On en sait plus avec notre reporter Konaté Moussa. Dans ses missions de soutien au développement des États, la Banque mondiale souhaite l'implication des parlements. Cette réunion par visioconférence depuis la rotonde de l'Assemblée nationale vise à recueillir les avis et contributions des institutions parlementaires.
Nous avons dit en tant que management supérieur de la Banque mondiale, cette réflexion ne saurait être conduite de manière purement interne. Il faudrait que nous nous descendons sur le terrain, que nous écoutions les partenaires, c'est-à-dire les pays, mais aussi à travers les pays que nous écoutons, ceux qui les représentent ou ceux qui jouent un rôle crucial dans le processus de développement économique et social des pays. Bien entendu, au nombre desquels, et peut-être à la tête desquels, les assemblées nationales. Un échange direct entre la Banque mondiale et les parlements africains afin d'évaluer l'impact des actions de l'institution financière internationale et élaborer une feuille de route pour un meilleur accompagnement des États. En Côte d'Ivoire, le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques est une des prérogatives essentielles du Parlement consacrée par la loi fondamentale à son article 93. Nous sommes convaincus à cet égard que ces présentes consultations pour l'élaboration de la nouvelle feuille de route de la Banque mondiale permettront aux parlementaires du continent d'exercer cette prérogative par leur implication dans le suivi des opérations financées par la Banque mondiale dans nos États respectifs. La réunion par visioconférence réunit 22 parlements d'Afrique de l'Ouest et du Centre. À la permanence du Sénat d'Abidjan ce jeudi, le président du Sénat, donc Jano Ahoussou Kouadio, a échangé avec le président du conseil d'administration du musée de Robben Island en Afrique du Sud et il est venu partager avec notre pays, la Côte d'Ivoire, l'expérience sud-africaine en termes de consolidation de la paix, nous rapporte Herman Givi. Satasivan Cooper, professeur d'université, président du conseil d'administration du musée de Robben Island en Afrique du Sud, reçu en audience par le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Ahoussou Kouadio Jano. L'hôte du ministère de la Réconciliation nationale est venu échanger avec le président du Sénat sur des questions en rapport avec la paix et la réconciliation. À ses côtés, le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin. L'objectif de ma présence ici est de partager l'expérience sud-africaine avec la Côte d'Ivoire en matière de réconciliation et de paix afin de pouvoir aider à la construction d'une nation unie et fraternelle. Le ministre a bien voulu partager avec moi les différents chantiers sur lesquels son ministère travaille dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le président de la République. Et les échanges que je viens d'avoir avec le président du Sénat me confirment que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie dans le processus de réconciliation, de paix et d'unité. Le professeur Sata est le directeur du musée où le président Nelson Mandela et lui-même ont été détenus pendant cette grave crise de l'apartheid en Afrique du Sud. Ils ont connu des crises plus profondes que la nôtre, mais s'ils ont accepté de tourner la page, c'est un modèle de pardon, de paix qui doit pouvoir nous inspirer quand on sait tous les efforts qui ont été faits par le président de la République, le président Alassane Ouattara, depuis 2011, en dédiant un ministère à la réconciliation nationale. Ça veut dire qu'il attache du prix à la paix. Bientôt, le 15 novembre 2023, nous allons nous retrouver pour célébrer la paix. Et je crois que notre invité pourra être avec nous pour que nous chantons l'hymne de la paix, qui est l'hymne de la joie. Satasivan Cooper, le président du conseil d'administration du musée de Robben Island. Une présence en Côte d'Ivoire, un vécu dont le ministère de la Réconciliation nationale entend assurément s'inspirer. Et nous partons maintenant pour la France, précisément à Paris, la capitale française qui abrite en ce moment la 6e édition du sommet africain des mines, un rendez-vous annuel qui regroupe l'ensemble des investisseurs de ce secteur. Et notez que le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, y est pour présenter les opportunités du sous-sol ivoirien. L'enseigne Bakayoko. Devant les investisseurs miniers internationaux, Mamadou Sangafoua Coulibaly a expliqué les initiatives prises par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Des initiatives qui ont permis de rendre le cadre législatif minier plus attrayant avec la mise en place d'incitations fiscales et de partenariats publics-privés destinés à développer des projets d'envergure. Nous sommes ici pour mettre en contribution la recherche géologique et minière pour mettre en évidence l'inventaire minier de notre pays parce que tous les minéraux importants
qu'on retrouve en Guinée, au Mali, au Burkina et au Ghana sont en Côte d'Ivoire. Plusieurs autres actions ont été initiées au plan opérationnel, notamment l'accélération de la délivrance des permis de recherche et d'exploitation. La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un sous-sol qui est particulièrement riche dans des métaux qui sont aujourd'hui de grand intérêt pour la transition énergétique. Et vous savez que ce qui va freiner la transition énergétique à l'échelle mondiale, c'est bien la disponibilité de ces métaux. Et donc c'est particulièrement important, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi plus largement, que de pouvoir mieux connaître ses ressources et pouvoir derrière les exploiter de manière durable et responsable, c'est-à-dire au service des populations locales et respectueuses de l'environnement. En direction des pays miniers africains présents à Paris, Mamadou Sangafoa Coulibaly a insisté sur l'urgence d'une coopération régionale forte en matière de meilleures pratiques et de renforcement des capacités techniques. Il s'agit de négocier la transition énergétique et la transition numérique. Et pour cela, il y a un certain nombre de minéraux qui vont jouer un rôle important. C'est pour cela que le continent africain de façon générale et notre pays en particulier, nous comptons mettre en évidence tout le potentiel de nos métaux critiques. Les projections ivoiriennes au niveau de la production d'or brut devraient franchir la barre de 50 tonnes en 2023 et 55 tonnes en 2024. On en arrive au dossier inter de ce jeudi. Ce sont fait un focus sur ces fonctionnaires internationaux ivoiriens qui font flotter fièrement le drapeau de notre pays, la Côte d'Ivoire, à l'extérieur. On les retrouve à la Banque mondiale, au FMI ou encore dans des organisations internationales. Eh bien, pour la Côte d'Ivoire, il multiplie les initiatives pour l'insertion de plus d'Ivoiriens dans les institutions internationales. Ils apportent ainsi leur pierre à l'édifice et font honneur au pays. Mais qui sont au juste ces Ivoiriens? Comment s'organisent-ils? De Brazzaville à Washington, en passant par Libreville, notre reporter Michel Digré a rencontré quelques-uns. Ma responsabilité principale, en fait, c'est de mettre en œuvre les programmes tels que définis dans le cadre de partenariat pays entre la Banque mondiale et le Congo. Le Gabon et le FMI ont ensemble un programme économique et financier de 500 millions de dollars. Mon rôle, c'est de suivre au jour le jour la mise en œuvre de ce programme. J'ai couvert beaucoup de continents, de l'Asie aux Caraïbes. Ils sont de plus en plus nombreux les Ivoiriens qui exercent dans la fonction publique internationale. Nous sommes à Brazzaville. Korotoumou Ouattara, représentante de la Banque mondiale au Congo, est en séance de travail avec ses collaborateurs. J'aide les différentes équipes de la Banque mondiale à mettre en œuvre ces programmes dans divers secteurs. Éducation, santé, numérique, agriculture. Gomez Agou est le représentant du FMI au Gabon. Il conseille le gouvernement de ce pays sur les questions de développement. Un fonctionnaire international, c'est un agent d'une organisation internationale dont le rôle au sein de l'organisation est de travailler à la résolution des défis de développement qui se posent à l'ensemble des États que couvre son organisation. Samaké est économiste principal au FMI. Il a représenté l'institution pendant plusieurs années en Somalie. Avec l'expérience internationale qu'on a on a l'opportunité d'apprendre au fil du temps. Tu es à même d'apporter des solutions idoines généralement à toutes les difficultés macroéconomiques auxquelles un pays fait face. J'encourage vivement tous nos jeunes frères à s'intéresser à la carrière internationale. S'intéresser à la carrière internationale, mais surtout avoir des aptitudes. Venir à la Banque mondiale, par exemple, on n'est pas forcément obligé d'étudier l'économie. Donc, on peut choisir le sujet qui nous sied, le sujet qu'on aime bien, pour lequel on pense avoir une vocation, et en fait exceller. Et l'une des choses que je dirais aussi, surtout si on veut être fonctionnaire international, c'est d'aimer les langues. Toutefois, travailler à l'international n'a pas que des avantages. Dans les institutions donc, internationales, nous voyageons énormément. Et donc cela a évidemment un impact sur nos vies, parce qu'à chaque fois, il faut faire des choix
parce que ces choix-là ont un impact, comme je disais, donc sur soit notre profession, notre carrière, soit sur notre famille. Se donner les moyens pour arriver au sommet, mais surtout offrir l'opportunité à d'autres Ivoiriens d'accéder à la fonction publique internationale. Une priorité pour Siméon Ewi, nouveau directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale après plusieurs années passées à la Banque mondiale. C'était mon premier poste après mon doctorat. Aujourd'hui, je repars dans cet institut comme directeur général. Il y a des gens comme moi, très jeunes aujourd'hui, qui sont là, qui sont formés et qui peuvent bénéficier de l'appui de ces institutions. Donc, une des priorités pour moi, c'est de promouvoir, disons, l'avancement des jeunes cadres africains, mais surtout ivoiriens, qui peuvent venir dans ces instituts, faire leurs travaux de recherche et aussi avoir la possibilité de gravir les échelons et un jour devenir directeur général comme moi. Tous issus du système éducatif ivoirien, ils sont reconnaissants à la mère patrie, mais veulent porter haut le drapeau du pays. Le premier, c'est d'abord de préserver la réputation du pays dont nous sommes originaires. En tant que représentant, par exemple, du FMI, dans mon cas, au Gabon, je suis aussi ivoirien. Donc je suis supposé, par la qualité de mon travail, dignement représenter mon pays. Non seulement au Gabon, mais aussi à l'intérieur de l'institution. Puisqu'à l'intérieur du FMI, nous avons plusieurs nationalités. Et pour nous, est d'autant plus important que, d'ailleurs, le président de la République actuelle de Côte d'Ivoire est un ancien de l'institution et qui a marqué, par les fonctions qu'il a occupées, de lettres d'or, le label ivoirien. Pour atteindre tous ces objectifs, plusieurs initiatives sont engagées. Nous avons des jeunes talents, des talents à tous les niveaux, au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et ce think tank sert de creuset dans lequel les jeunes Ivoiriens se réunissent, se retrouvent et ont des discussions. Le ITT fait son bonhomme de chemin. Je souhaite que cette institution soit formelle un jour et qu'elle puisse être, disons, utilisée de façon efficace par nos gouvernants. D'ailleurs, nous avons à cet effet créé une association qu'on appelle AF2I, c'est l'association des fonctionnaires internationaux ivoiriens. Avoir une solide expérience à l'international et la mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire, c'est le challenge que veulent relever les fonctionnaires internationaux ivoiriens. Voilà, la fonction publique internationale, les Ivoiriens excellent, brillent de plus en plus et font honneur à notre pays. C'était le dossier inter de ce jeudi signé Michel Digré. Et il travaille aussi au rayonnement des villes ivoiriennes. Eux, ce sont les maires regroupés au sein de l'IVUCOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Sachez-le, a été créé en 1983. 40 ans après, l'heure est au bilan. Et cette fêtière a pour rôle, en haut, de promouvoir la décentralisation. Pour d'en haut, Paulin Claude, beaucoup a été fait au niveau du renforcement des compétences des collectivités locales. Grâce Kanto. L'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, a 40 ans d'existence. Cette fêtière regroupe en son sein les 201 communes que compte la Côte d'Ivoire et mène des actions visant à promouvoir la décentralisation. Pour son président, Paulin Claude Danho, les acquis sont nombreux. Les maires ont investi pour booster l'économie locale. Ils ont réduit les disparités régionales. Ils ont créé des opportunités pour les jeunes et les femmes. Les maires ont été très actifs dans l'animation citoyenne, dans l'encadrement des jeunes et dans le soutien multiforme aux femmes. Les maires sont aujourd'hui, et comme par le passé, au cœur de la cohésion sociale pour la consolidation de la paix dans notre pays. Des acquis certes, mais des défis restent à relever tels que le plaidoyer en faveur de la création du statut d'élu local et le transfert effectif des compétences vers les administrations décentralisées. L'on enregistre la participation de plusieurs associations d'élus locaux venus du Maroc et du Sénégal. Je voudrais qu'on puisse pousser cette fraternité et cette solidarité pour mener une réflexion commune, inclusive entre le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour proposer
une politique de territorialisation plus approfondie des politiques publiques pour le développement de notre territoire. Au regard des différents rôles assignés aux collectivités, elles ont l'appui du gouvernement. D'importantes réformes ont été engagées pour cette année 2023. Une dotation de 177 milliards 680 600 000 francs CFA est allouée aux collectivités territoriales et districts autonomes au titre des impôts d'État rétrocédés. Au titre des dotations budgétaires en 2023, c'est plus de 108 milliards de francs CFA qui ont été consentis aux collectivités territoriales pour les projets d'investissement. Le livre d'or retraçant la vie de l'UVICOSI depuis sa création en 1983 jusqu'à ce jour a été présenté. Des pionniers et personnalités qui ont marqué de leur empreinte la structure ont reçu des distinctions. En apothéose, une exposition pour se replonger dans le souvenir des personnalités et maires qui auront marqué la vie de la communalisation en Côte d'Ivoire. Et c'est un programme qui marque et impacte les Ivoiriens. Il s'agit du programme d'entretien routier. Bien sûr, le programme d'entretien routier de la région de la Maraoué vient d'être lancé. Le ministre Epiphane Zoro-Balo vient justement de donner le coup d'envoi des travaux de reprofilage du village de la sous-préfecture de Saint-Fra. C'est pour Benefla. Le ministre Epiphane Zoro-Balo vient ici de lancer ce coup d'envoi qui va désenclaver les villages de Saint-Fra, nous rapporte Kader Sordoro. L'axe Saint-Fra-Oumé va changer de visage dans les mois à venir. Comme cet axe, plusieurs localités de la région de la Maraoué vont bénéficier aussi de travaux de réhabilitation des voies dans le cadre du programme d'entretien routier. Programme de développement initié par le président de la République, Alassane Ouattara, pour désenclaver les zones rurales afin de faciliter le déplacement des populations et l'écoulement des produits agricoles. Dans la région de la Maraoué, c'est à Pora Benefla, village de la sous-préfecture de Saint-Fra, sur l'axe Saint-Fra-Oumé, dans la tribu Bendin, que le ministre de la Promotion, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption lance officiellement les travaux du programme d'entretien routier 2023-2025. Il s'agit de mettre en œuvre le programme de gouvernement La Côte d'Ivoire solidaire, la Côte d'Ivoire qui pense à tout le monde. Le développement, ce n'est pas seulement dans les centres urbains, ce n'est pas seulement dans les grandes villes, dans la capitale, mais tous les endroits du pays doivent connaître le développement et c'est le signal que nous venons de donner. Les élus et cadres de la région de la Maraoué traduisent leur reconnaissance au président de la République. C'est un sentiment de joie de savoir que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, tient sa parole. La route précède le développement. Nous pensons qu'avec ça, les femmes gourous, qui sont des grandes productrices agricoles, pourront donc évacuer leurs produits agricoles. Depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, c'est aujourd'hui que le chef de l'État a décidé de regarder la route qui lie Saint-Fra à Oumé, qui est une route importante, de la reprofiler par le reprofilage lourd et ensuite y accéder par le bitumage. Les travaux du programme d'entretien routier de la région de la Maraoué se feront à 3 niveaux. Il s'agit du reprofilage lourd et du traitement de points critiques de 346,1 km du réseau routier en terre sur la période 2023-2025. Le reprofilage léger avec emploi partiel RLP porte sur 167,5 km sur la période 2023-2024 et le reprofilage léger sur les routes traitées en reprofilage lourd, point linéaire cumulé de 387,3 km sur la période 2024-2025. Coût global des travaux, plus d'1 milliard de francs CFA. Et au niveau de l'enseignement et professionnel, notez que les résultats de fin de formation des auditrices des institutions et de formation et d'éducation féminine au plan national ont été proclamés aujourd'hui. 93,66%, c'est le taux de réussite cette année. Laetitia Kwasi, Didier Nguessan pour le reportage. 93,66%. C'est le taux de réussite nationale de l'examen de fin de formation des auditrices des institutions de formation et d'éducation féminine IFEF pour la session 2023. L'annonce est faite par la directrice de la formation. Les candidats ont composé dans les matières suivantes: la couture, la pâtisserie, l'hygiène générale, l'hygiène alimentaire,
la puériculture, l'économie domestique et l'éducation civique et morale. Sur un total de 1001 candidats enregistrés, 979 ont effectivement pris part aux compositions. 917 sont déclarés admis. Ce taux de réussite satisfaisant dépasse l'indicateur prévu qui est de 87%. Les résultats sont disponibles à la direction de la formation et dans tous les centres d'examen à l'intérieur du pays. Voilà, fin de ce 20h. Mais ne décrochez surtout pas. Tout à l'heure, vous aurez une émission spéciale sur la saison des pluies. Le sujet, impact et gestion de la saison des pluies. L'émission est animée par Mariam Touré. Passez une très très belle soirée sur RTI 1. Et moi, je vous donne rendez-vous avec grand plaisir demain 20h.